Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. etc. Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en marchant ou en faisant du sport ou la cuisine. Ça fonctionne aussi dans le bain, c'est testé et approuvé. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Etc. etc. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai rencontré mon invité lors d'un marché des créatrices. L'espace venait à peine d'ouvrir, on pouvait compter les sourires. Son stand m'a appelé. Des couleurs intenses, des arcs-en-ciel, du militantisme sans un mot. Je lui ai acheté plein d'objets, des illustrations, des badges et un livre trop beau. Il m'a proposé une dédicace dessinée. J'ai adoré. Il m'a même proposé d'utiliser son livre pour accompagner nos proches à la récente transition de Lisa. Sur le chemin du retour, j'ai été voir son compte Insta. Mais non, c'est pas vrai. C'était lui interviewé par Jenna. Lui qui nous a ouvert la voie. Je n'y crois pas. Heureusement que j'avais pas compris ça devant lui, j'aurais été une sacrée groupie. Nous voici environ 2 ans plus tard. J'ai raconté cette histoire une bonne dizaine de fois et maintenant, il est devant moi. Je suis stressée comme une ado qui rencontre son chanteur préféré. Bonjour Laurier. Je m'habitue toujours pas. Je suis toujours pas habituée. Et du coup, non, je suis très reconnaissant. Au contraire, mais je suis... ça me fait toujours très bizarre parce que moi, je considère que je suis un peu personne, tu vois. Donc du coup, ça me fait toujours bizarre quand on parle de moi en mode comme si j'étais une personnalité ou quoi que ce soit. Je comprends. Du coup, bonjour. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît ? Bonjour. Je m'appelle Laurier the Fox. Mon prénom, c'est Laurier. Même si le reste, après, c'est un pseudonyme. Mais mon vrai prénom, c'est Laurier. Et mes pronoms, c'est il. Voilà. Et Parfait. Ah oui, je tiens à préciser, oui, mon prénom c'est Laurier et pas Julie. Parce que, Oui. voilà, puisque j'ai fait l'illustration d'un album jeunesse qui s'appelle Je m'appelle Julie, je l'ai mis dans ma bio Insta, entre guillemets, avec un symbole de livre à côté, mais il y a encore des gens qui me contactent en me disant « Bonjour Julie !» Donc voilà, je tiens à vous dire, très chères auditrices, je m'appelle Laurier, s'il vous plaît. Oui, je me rappelle aussi avoir eu cette réflexion de « Comment ça, il y a marqué « Je m'appelle Julie ?» Mais non, c'est bizarre. Ok, c'est bon, après j'ai trouvé. Ok. Du coup, Laurier, où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Alors, en ce moment, je suis sur les lettres G et T. Donc, je suis gay et trans. Je suis un mec trans. Et même si ça ne fait pas partie des lettres, c'est pour dire que je ne suis pas sur le spectre asexuel. Du coup, je suis allosexuel. Et pareil, je ne suis pas sur le spectre aromantique. Je ne me rappelle plus comment on dit pour les personnes qui ne sont pas aromantiques. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu veux bien nous préciser ce que c'est allosexuel, s'il te plaît ? C'est l'inverse d'une personne asexuelle ou demisexuelle. C'est une personne qui ressent du désir sexuel envers soi-même et envers d'autres personnes. Tout simplement. Ok, ça marche. Et on n'est pas que queer. Alors, comment tu te définirais en tant que personne ? Alors, c'est vrai que ta question m'a fait beaucoup cogiter. C'était...
sur le moment, j'ai rien trouvé, donc j'ai un petit peu réfléchi. Je dirais, je me définis par beaucoup de choses. Ouais. Je dirais donc, la première chose, c'est féministe, Ouais. militant, handicapé, puisque j'ai la maladie de Crohn. Euh, je dis neuroatypique, mais en vrai, je suis plus sur le spectre de la neurodivergence, puisque j'ai beaucoup de choses qui rentrent en collision les unes avec les autres et qui s'influencent les unes avec les autres. Je suis Ok. polyamoureux, tatoué, anti-chasse, vegan, passionné et rôliste. Waouh. J'ai tellement de questions sur tout ce que tu viens de dire, Cyril. Je me doute. Non, c'est super, c'est super. Alors, je suis vraiment super contente d'enfin t'accueillir dans le podcast. C'est une super définition. J'aime beaucoup que tu aies tatoué dans ta définition. Super. Rôliste, je viens de m'y mettre au jeu de rôle après allez, peut-être 10-15 ans d'attente. Quel est ton jeu de rôle favori? C'est compliqué parce je m'attendais pas à ce que tu me poses cette question. On va dire celui auquel je joue le plus régulièrement. C'est pas forcément mon préféré, mais je l'aime bien et c'est juste celui qui est le entre guillemets le plus facile, puisque j'ai Ouais. beaucoup de maîtres de jeu autour de moi. On en Ok. parlera plus tard dans mes relations, mais celui auquel je joue le plus régulièrement, c'est Donjons et Dragons. Voilà, c'est pas Ok. très très original. Et si je devais choisir un jeu auquel j'ai joué depuis mes 17 ans, euh, peut-être pas préféré, mais que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est Agon. Voilà. Ok. Et ouais, préféré là où je me suis bien amusée, il y a Septième Mer aussi. Septième Ok. Mer, pour faire un très court résumé, c'est de la KPDP fantastique. Ok. Trop bien. Trop bien. Et du coup, tu t'attendais pas à cette question. Tu t'attendais à quoi? Euh, je sais pas, je pensais que tu allais plutôt partir me poser des questions sur des questions militantes ou, ou des choses comme ça. Sinon, j'aurais On peut préparé une carrément. liste. On peut. Euh, à savoir que moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup en parlant avec toi, comme je disais dans mon intro, c'est que c'est toi qui nous a, donc Lisa et moi notamment, donc mon épouse et moi, ouvert la voie euh, sur l'euphorie de genre. Oh. Et ça, nous, c'est quelque chose dont on n'avait pas du tout conscience que ça existait. Mhm. Euh, Moi, j'ai toujours traîné dans la communauté LGBT++ depuis toujours. Euh, et en fait, j'avais jamais entendu parler d'euphorie de genre. Et quand Lisa a fait sa transition, on a cherché un peu de contenu, de contenu culturel queer. Et on a écouté donc Nos Voix Trans de Jenna et ton épisode. Et quand tu as dit euphorie de genre, alors, Lisa était en train de conduire. Et puis genre, elle me regarde et fait « Mais c'est ça que je ressens !» Je dis « Waouh, mais c'est trop bien !» et tout. Et ce truc de on n'a pas besoin de souffrir pour être qui on est, et Mhm. ça, c'est super fort. Et c'est ça que j'essaye de faire aussi avec le podcast. C'est vraiment, on peut être queer et heureuse. Mhm. On peut être queer et heureux. On peut... on peut vivre une sexualité ou un genre un peu en dehors de la norme, on va dire, de façon tout à fait positive. Et du coup, j'ai pas envie d'aller sur le côté militant parce que pour moi, c'est quelque chose que tu fais par tes dessins, par tes choix, j'imagine aussi peut-être tes choix de campagne, de tes clients. Mhm. Notamment, on a pu voir ton magnifique dessin pour l'homme enceint du planning familial. Après, si c'est quelque chose où toi tu veux aller, on y va.
Hein, comme tu veux, moi je me laisse porter, hein, Ok, globalement. ça marche. Ça marche. Ok. Tu disais tatouer. Est-ce que tu as envie de nous parler de tes tatouages d'artistes que tu portes sur toi? Donc, j'ai 10 tatouages. J'ai commencé à me tatouer, enfin à me faire tatouer pour mes 30 ans. C'était un cadeau d'anniversaire à moi-même. Et qui en fait à ce moment-là, ça correspondait à mon début de recherche d'identité et de prendre un petit peu conscience d'identité et surtout de reprise de pouvoir sur mon corps et sur qui j'étais. Hmm. Donc Ok. je n'ai pas forcément, sur tous mes tatouages, on va dire que je n'en ai qu'un qui signifie, entre guillemets, quelque chose de fort parce que c'est une commande que j'ai passée. Mais les autres, ce sont surtout ce qu'on appelle des flashs, c'est-à-dire des dessins qui ne sont disponibles, donc qui sont faits à l'avance par le tatoueur, la tatoueuse, tatoueuse, et qui sont proposés et qui sont réalisés une seule fois, pour une seule personne. Du coup, on achète un dessin qui est déjà complètement fait. Et, euh, et globalement, c'est... j'aime beaucoup, en fait, je me suis fait tatouer majoritairement en fait, par des illustratrices et des personnes qui sont dans mon milieu aussi de la bande dessinée, puisque je considérais un petit peu que mon corps c'est un petit peu comme ma maison et que je me donnais enfin le droit de décorer les murs comme je l'entendais. Et j'aime beaucoup le fait comme de promouvoir le travail de ces personnes qui sont extrêmement douées, comme si j'étais un petit peu une exposition ambulante. Hmm. Ah, c'est très joli décorer les murs, j'aime beaucoup ça. Ça marche. On va passer à la question suivante. Du coup, on a commencé à en parler un petit peu. Que fais-tu dans la vie et comment occupes-tu tes journées? Alors, je suis auteur et dessinateur de bande dessinée et je suis également illustrateur depuis 2013. Du coup, ça fait 12 ans que je suis à mon compte. Je travaille avec des associations, la presse, des éditeurs globalement sur des sujets sociaux féministes, antiracistes, antivalidistes, sur les luttes LGBTIAQP+. Globalement, c'est comme ça que j'occupe mes trop longues journées. Hmm. Ok. Et du coup, c'est clients qui te contactent ou c'est toi qui vas plutôt aller les démarcher? Comment ça se passe? Comment tu t'es retrouvé à travailler avec ce type de clientèle? Ça a pris du temps. Hmm. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, donc j'ai 40 ans, je suis graphiste à la base, mais j'ai très rapidement abandonné le métier parce que ce n'était pas... En fait, j'ai toujours voulu être auteur de BD depuis tout petit, puisque je lis des bandes dessinées depuis tout petit grâce à mes parents, mais mes parents n'étaient pas fans que je veuille en faire mon métier. Ce qui est compréhensible, je vais dire, même si effectivement ça a été compliqué pour moi d'accéder à ce métier, je peux comprendre effectivement que les parents n'étaient pas extrêmement enjaillés à l'idée que je doive sans doute galérer pendant des années pour pouvoir vivre. Et donc je suis passée, donc j'ai abandonné, après avoir eu mon diplôme, un BTS, j'ai tenté de bosser dans une boîte de pub et ça n'a pas du tout marché. C'était pas du tout ce que je m'imaginais. En fait, la publicité, c'était un peu un entre-deux, c'est-à-dire c'était un compromis avec mes parents. C'était d'accord, tu fais un truc créatif, mais il faut que ça rapporte de l'argent. Du coup, le milieu de la publicité qui m'intéressait quand même beaucoup à une époque, puisque dans les années 80-90, il y avait énormément de créations cinématographiques extrêmement intéressantes autour de la publicité. On osait énormément de choses. Il y avait même des lions d'or de la publicité. Il y avait des nuits de la publicité avec des courts-métrages du monde entier. Pour moi, c'était une manière de faire des courts-métrages. C'était une manière de créer. Bref, après j'ai fait les 1001 petits métiers après avoir démissionné.
Et finalement, j'avais vraiment complètement abandonné l'idée de dessiner tout court. J'ai arrêté de dessiner pendant 3 ans. Et finalement, j'ai retenté, en fait, j'ai tenté un concours à l'école Pivot à Nantes. Et j'ai Ok. été pris sur concours et j'ai fait 2 ans là-bas. Et Ok. suite à ça, après, j'en suis sorti. J'ai lancé mon entreprise. Il y a eu 4-5 ans de vaches maigres, hein, de RSA, de galères Mm. et de plein d'envois de dossiers parce que je fais du jeunesse autant que des trucs plus adultes. Enfin, mais j'ai un dessin, même si je fais des choses plus adultes, j'ai un dessin qui est globalement assez jeunesse, donc des fois c'est compliqué. Bref, et en fait je me suis rapproché, c'est au fur et à mesure que je me suis rapproché des milieux féministes et LGBTIAQP+, que j'ai commencé à proposer d'abord gratuitement de donner des cours, des choses comme ça, et petit à petit, en fait, de bouche à oreille, j'ai fait une expo par-ci, une ILU par-là, des cours, et jusqu'à effectivement faire une campagne. La première campagne, c'était par le gouvernement à l'époque, c'était contre les violences sexistes et sexuelles dans les universités. J'avais fait Ok. une affiche, puis après j'ai bossé pour l'association, le collectif intersexe et activiste, et de fil en aiguille, voilà. Du coup, maintenant, je démarchais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant, sachant que c'est très récent que j'ai un compte Instagram et que j'ai un smartphone. Mm. Oui. Euh, donc je galérais un peu. Et, mais c'est vrai que depuis cette année, un peu l'année dernière, mais ça, je dirais que ça fait que depuis 4 ans que vraiment j'ai plus trop à aller chercher du Mm. travail où les gens me contactent directement et ça fait du taf en moins du coup. Ouais. Les clients que tu as aujourd'hui, je pense que ça peut être le rêve de plein de personnes en fait. En disant, bah attends, c'est super, ça rejoint et mes capacités, mes compétences professionnelles et mes valeurs profondes. Et franchement, Mhm. enfin, c'est vraiment extrêmement cool quoi. Et je pense que c'est intéressant que tu nous racontes tout ça justement pour des personnes qui auraient envie de vivre la même chose. Oui, effectivement, j'avais pas fait le lien, mais j'ai beaucoup de chance depuis 5-6 ans de travailler pour des personnes qui sont alignées sur mes valeurs. Dans les Mm. définitions tout à l'heure, j'ai oublié de rajouter extrême gauche. Non. Ah bon? Mais c'est vrai que Mm. ça allait un peu ensemble. Mais oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, j'y pense pas souvent, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça, d'avoir quand même des associations qui me font confiance Mm. et qui ont envie de travailler avec moi. Parce que d'un autre côté, d'un point de vue éditorial, Mm. on va dire que c'est plus complexe. C'est-à-dire que le fait que je fasse majoritairement du contenu politique et social fait que je suis contactée du coup par les structures qui sont intéressées par ça et qui sont en accord avec mes valeurs, donc ça c'est super, mais d'un autre côté, c'est comme si j'étais un peu enfermée Oui. dans cette catégorie et on me propose rarement autre chose euh, que du militantisme. Et quand j'essaye de démarcher après auprès d'éditeurs mainstream pour des histoires, des créations, des fictions personnelles, qui sont Mm. forcément queer, hein, mais Bah oui. où c'est pas forcément frontal, ou tu vois, des choses comme ça, clairement, enfin, j'ai pas de taf dans le milieu mainstream de la BD, quoi. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Les Mm. personnes queer doivent vraiment se battre pour arriver à Oui. s'imposer dans le milieu de la BD grand public, quoi. Mm. Mais Ouais. c'est faisable. C'est faisable. Mais c'est compliqué. Et il faut beaucoup travailler. Enfin, il faut travailler 2 fois plus, quoi. En fait, il faut beaucoup faire travailler le social, le bouche à Mm. oreille, être très proche de... c'est bête à dire, hein, mais il faut absolument développer ses skills sociaux et Mm. essayer d'être à tous les endroits, donc de rencontrer des gens qui vont potentiellement après te reproposer du travail, qui connaissent quelqu'un et qui, du coup, malgré le fait qu'ils bossent dans des trucs plus mainstream, essaieraient de te proposer quand même du taf parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Enfin,
En fait, voilà, si je devais donner qu'un conseil, c'est développer ses skills sociales et développer ses réseaux sociaux. C'est vraiment, pour moi, je pense qu'actuellement, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est le plus important. Ouais, je repense à ton interview chez Jenna, justement, ce qui remonte à quelques années déjà. À l'époque, tu disais que tu n'avais pas d'Insta non plus et ça se développait à peine en France. Aujourd'hui, on n'y échappe pas, en fait. Là, avec ce qui vient de se passer, notamment de l'investiture de Trump aux États-Unis, les décisions qui ont été prises chez Meta, notamment Facebook et Instagram, clairement, on a été nombreux et nombreuses à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en fait. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part d'Instagram Après, personnellement, j'ai choisi de rester et je me suis alignée sur Morgane Noam qui reste, mais qui est aussi sur Blue Sky. Et j'essaye de faire pareil. Après, c'est vraiment difficile de rester et puis de voir des choses très dures. Et c'est pour ça que j'essaye de faire de plus en plus de contenu queer positif pour que justement ça contrebalance tout ça, quoi. Et c'est vraiment trop, trop cool. Vraiment, tes podcasts, c'est un rayon de soleil, quoi. Oh, c'est trop mignon, merci. Et pour te rejoindre sur Meta, j'ai pas eu le temps de faire de post à ce sujet parce que j'ai du taf, donc, ce qui est plutôt positif. Mais pareil, j'étais en mode, moi, en fait, professionnellement, je ne peux pas partir. Parce que c'est ma vitrine. C'est de tous les réseaux sociaux, c'est celui sur lequel, malgré tout, j'ai le plus de visibilité, même si c'est compliqué, qu'il faut se battre avec l'algorithme, mais c'est celui qui fonctionne le mieux, même si j'en ai d'autres de secours au cas où, même si j'ai pas commencé à le remplir, mais j'ai Cara à côté. J'ai pas encore commencé à remplir, mais c'est un Insta, mais qui est en dehors de Meta, quoi. Qui est, on va dire, plus libre, quoi. Ok. Surtout que Cara fait en sorte d'appliquer sur, je crois, les 100 premières images qu'on poste, un filtre anti-intelligence artificielle. Pour éviter, c'est vraiment une application pour les illustratrices, fait par des illustratrices et qui veulent fuir l'intelligence artificielle. Donc Cara, C-A-R-A. Mais oui, non, je reste pour un point de vue du coup financier, en premier malheureusement. Mais deuxièmement, pareil, avec ce qui s'est passé, Twitter c'était déjà compliqué, donc finalement je l'ai quitté. Mais Insta, je me dis, c'est grâce à Insta que j'ai rencontré plein de personnes, que je partage du contenu militant, que ça m'apporte du bonheur aussi. En plus, comme ça, j'ai des nouvelles d'amis, de collègues, très régulièrement aussi, qui sont sur Insta. Et j'ai pas envie, en fait, c'est compliqué, mais j'ai pas envie d'abandonner encore un autre réseau social qui est quand même, où il y a énormément de personnes queer dessus. J'ai pas envie de l'abandonner, j'ai envie de donner le plus de visibilité possible à la cause queer, féministe, antiraciste, antivaladiste. Et pour moi, effectivement, c'est resté. La question suivante, c'est quelles sont tes passions et comment te ressources-tu ? Ça va être long, là aussi. Oui. Alors, mes passions, j'en ai beaucoup. Lire de la BD. La BD, quand je dis la BD, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'elle soit européenne, américaine, coréenne, japonaise, chinoise, vraiment toute la BD qui existe de par le monde. J'aime lire de la bande dessinée, ça m'ouvre en fait des perspectives vers les travails des collègues. Ça m'inspire énormément et puis en fait, bien avant d'être un dessinateur, je suis d'abord un lecteur. Je suis d'abord un lecteur de bande dessinée extrêmement, assidu. Grâce à mes parents, j'étais abonnée à Spirou Magazine quand j'étais petit. Je suis donc tombée sur des bandes dessinées, j'aurais jamais dû tomber dessus, je pense, à l'âge que j'avais. Mais ça m'a, même si je lisais pas forcément ce qui marquait, ça m'a passionnée. Je suis tombée sur
Enki Bilal et Immortel. Enfin, je suis tombée sur Möbius avec en plus Ouais. sa période, pas sa période Blueberry, sa période, on va dire, sous LSD. Très, voilà. En fait, beaucoup de bandes dessinées des années 70-80, forcément celles de mes parents. Donc la bande dessinée, les jeux vidéo, beaucoup les jeux Oui. vidéo, euh, que ce soit sur console ou sur PC, même si ces derniers temps, en fait, j'ai plus trop le temps de sortir ma PS2 ou ma Xbox pour jouer. Du coup, je joue directement sur mon PC parce que j'ai beaucoup moins de temps. Quoi d'autre? Les jeux de rôle, forcément. Ouais. Le métal. euh, la protection de la faune et de la flore. Ça, pareil, c'est ma mère qui m'a appris ça depuis tout petit, de respecter le vivant sous quelque forme que ce soit. Et pour ce qui est de me ressourcer, j'ai beaucoup de chance. Je vis dans la campagne bretonne et on a réussi. Alors j'en parlerai après sur les relations, tout ça et tout. Mais on a acheté en fait une maison et un terrain à plusieurs. Ok. Et c'était en fait, heureusement qu'on l'a fait à plusieurs parce qu'on est tous fauchés. Et on a vraiment dû mettre bout à bout toutes nos économies et demander à nos darons. Et du coup, puisque les banques ne voulaient pas nous prêter, du coup, on rembourse nos darons. Et, Ok. et donc, pour me ressourcer, je passe du temps dans mon jardin à nourrir les oiseaux. Quand c'est la saison, là, c'est jusqu'à mars. Oui. Euh, regarder toutes les plantes sauvages qui poussent, réfléchir, parce que là, ça fait pas longtemps qu'on est installé, et réfléchir à paysager, à savoir, ouais, bah là, je vais installer une mare pour pouvoir avoir des amphibiens, des serpents, des oiseaux qui viennent. Enfin, mon but, c'est vraiment de... On a eu beaucoup de chance, puisque comme c'est un peu paumé, on a beaucoup de terrain et j'ai envie en fait d'en faire un espèce de parc intouché quoi. J'ai pas envie que ça soit la pelouse toute tendue, tu sais, avec tous les trucs. Oui. On laisse complètement en jachère et essayer de créer des zones de biodiversité différentes. Mais ouais, voilà, me balader sur le terrain du coup quand je suis en capacité physique. C'est vraiment des moments où quand je dois rempoter des plantes ou des choses comme ça, c'est des moments où j'arrive à complètement faire le vide, et c'est très rare, où j'ai pas 15 milliards de pensées qui tournent dans ma tête, et où j'arrive à me concentrer juste là-dessus, et qui me font énormément de bien. Hmm. Trop bien, trop bien. On a vraiment beaucoup de points communs. C'est super. Ah ouais, trop cool. Tu as name drop comme ça, métal, mais du coup on parle de musique métal ou on parle de la matière? De la musique. Je suis Ok, un métalleux depuis le lycée. ok. Donc, en fait, j'ai découvert ça. Alors, en vrai, ma mère me faisait déjà écouter Janis Joplin, Jimi Hendrix, tout ça, ces vinyles. Hmm. Donc, je pars pas de nulle part. Nirvana, tout ça, je suis d'abord passée par tout ça. Et en seconde au lycée, j'ai rencontré deux meufs incroyables. Grâce à Lisa Zoé et Florence, j'ai découvert le métal. Et pouah, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie parce que j'étais plein de soucis divers et variés, dépression chronique, etc., dû à des PTSD, des traumas, tout ça. Et en fait, le métal m'a permis d'envoyer un peu chier le reste du monde, visuellement Hmm. déjà, que les gens aient un peu plus peur de moi en fait en me voyant, parce que j'ai été beaucoup bully quand j'étais au collège, tout ça. Le métal, ça m'a vraiment sauvé la vie et ça me permettait d'extérioriser énormément en fait de mon mal-être, tout en me faisant une carapace et en faisant en sorte que les gens en fait arrêtent de me faire chier. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré aussi des personnes formidables dans le métal. J'ai passé vraiment des super moments. Euh, je sais que alors je fais un petit, comment dire, un disclaimer.
Oui, il faut faire attention. Le métal, comme n'importe quel autre type de musique, c'est pas les bisounours, c'est pas le paradis. Et il peut y avoir des VSS, il peut y avoir des discriminations. Voilà, c'est pas. Mais c'est vrai que ce que j'ai vécu, en plus à l'époque en tant que meuf, avec des cheveux qui allaient jusqu'aux chevilles, à peu près, Hmm. c'était à chaque fois des interactions extrêmement cool. En fait, ça donnait l'impression qu'on était plus sur des vibes. Alors, je te dis ça il y a 20 ans. Ouah. Et même, J'ai vécu à peu près la même chose que ce que tu racontes, donc voilà, ouais, ouais. il y a 20 ans, et même jusqu'à, allez, on va dire, il y a 10 ans, les interactions que j'avais faisaient limite baba cool. En fait, c'était des gens random et tu discutais avec eux. Et ils étaient respectueux, c'était cool et c'était tranquille. Tu disais que t'avais pas envie de parler, les gens ils s'en allaient, c'était encore pas de soucis, pas de problème, tout ça et tout. Les gens étaient gentils. Je me suis jamais sentie en danger. Mais après, je sais que bah, j'ai eu de la chance aussi, globalement. Mais bref, voilà, le métal, c'est vrai que j'ai un peu perdu. Au bout d'un moment, en fait, j'ai un peu perdu le compte de tous les nouveaux groupes qui sortent. Et ça fait Ouais. longtemps que je me tiens plus du tout à jour. Hmm. Mais ça reste quand même une très grosse importance dans ma vie. C'est quoi ton album de métal doudou que t'écoutes quand t'as besoin de doudou? Ouah, il y en a trop. Ok. Hmm. Euh, le premier qui me vient en tête, alors le pire, c'est que je pense que il n'y a pas que celui-là, hein, mais là, direct, Oui. le premier truc auquel je pense, c'est System of a Down. Halluciné. Parce que je crois que c'est. Alors, c'est pas les premiers. Alors, si je devais réfléchir à des groupes politiques qui parlent politique et qui sont vénères, il y a bien sûr Rage Against the Machine. C'est pas tout à fait du métal. Non, mais c'est dans le spectre, on va dire. C'est ça. Et donc, oui, System of a Down, ça a été. En fait, j'ai un peu écouté tout. J'ai écouté du Slipknot, j'ai écouté du Deftones, j'ai écouté, enfin, à Hmm. l'époque, hein, beaucoup de ce qu'on appelait du Ouais. new metal, néo-metal. Euh, C'était pile poil Hmm. l'époque. Oui. Mais mon gros coup de cœur, effectivement, System of a Down, parce que je me suis penchée sur les paroles, tout Ouais, c'est simplement. ça. Hmm. Et, ah oui, bah oui, un autre groupe politique français, Lofofora. Ah oui. Et on a tendance à les oublier parce qu'ils sont assez connus Oui. en France, mais bah, voilà, ça fait des années, ça fait des décennies qui tournent, quoi. C'est clair. Ah, c'est clair. Oh, je les avais vus dans un tout petit festival en région parisienne. Ah ouais, ouais. Moi, je crois que je les avais Ouais. vus à La Roche-sur-Yon, tu vois, où ils passaient. Ouais. Et la proximité était ouf. Et Hmm. j'étais ultra heureux d'être là. Hmm. Et, et en fait, c'est pour l'instant, alors, j'ai plus trop suivi depuis un petit moment, mais c'est les seuls qui, pour l'instant, il n'y a pas de casseroles qui sont sorties sur eux. Voilà. Et Ouais. qui ont toujours eu des positions ultra révolutionnaires, en fait, ultra vénères. Torture, c'est torture salaire, torture misère. Et en fait, il parle du fait de bosser, quoi. Il dit on est des. Euh, ils ont peur de nous parce qu'on est des artistes avec le même ISTE qu'il y a dans terroriste. Je suis la France qui se couche tard, le travail c'est la torture. Il représente pour les Hmm. flemmards. Ouais. Ouais, celui-là, franchement, c'est. Ouais, celui-là, c'est ma chanson doudou. Clairement. Clairement. Ouais, Et trop bien. si j'ai envie de sauter dans tous les sens, je m'écoute du système, quoi. Ouais. Ouais, ouais, System of a Down, c'est l'album Toxicity. Quand j'ai besoin de doudou, ouais, je le mets en boucle, ouais. Je me rappelle aussi d'un groupe que j'avais vu sur justement le petit festoche avec l'Ofofora. Il y avait l'Ofofora et il y avait Acme, je sais pas si tu te Oh, rappelles. bien sûr que oui. La vache, avec la Oui. bassiste là. Oh là là, incroyable. On a une scène Ouais. métal française qui est très très cool en vrai, hein. Il y a... Mais oui, mais oui. Et j'avais vu les première génération d'Ultra Vomit, quoi, à Ouah. l'époque. Ouais, sur la scène du Sacré Grind 2 au Moulin Rouge.
Tiens. Wow. Ah, c'était fou. C'était complètement fou ce festoche aussi. Incroyable. Ah, moi, je vais au... Alors, j'y allais, j'essaye d'y aller tous les ans, mais là, effectivement, entre la fatigue, le burn-out et le handicap, c'est compliqué. Mais j'essayais d'aller tous les ans au Motocultor Fest, voilà, qui est en Bretagne, du coup. Après, là, ils ont Ouais. déménagé dans le Finistère. Du coup, j'y suis allée l'année dernière, je crois, oui. Mais c'est un petit bout de route, quoi. Et c'est là que j'ai Ouais. senti que j'avais la quarantaine bien tassée et que j'étais handi. C'est que avant je me faisais les 3 jours. En fait, à un moment donné, j'habitais à 20 minutes du Motoc, c'était trop cool. Et, et du coup, je faisais des allers-retours et je faisais souvent l'intégralité des journées. On rentrait super tard, c'était trop bien. Et comme le côté c'est en plein air et tout, là, ça s'est énormément agrandi. Du coup, il y a moins ce côté familial que je trouvais avant, où il y avait vraiment des familles avec leurs gamins, avec les gros casques anti-bruit. C'était énorme. Et maintenant, il y a beaucoup, ça a triplé le monde qu'il y a. Et déjà, je vais pas au Hellfest parce que pour moi, il y a trop de monde. Et puis, bah, j'aime pas. En fait, éthiquement et politiquement, le Hellfest, Ouais. je les aime pas. Ouais. Et là, je pense que si ça continue, ça va un peu faire pareil, donc je vais plus y aller. Mais oui, j'y suis allée une journée, c'était pour voir Vardruna, Ok, notamment. je connais pas. Je Alors, connais pas. c'est du métal nordique Ok. avec des instruments en bois viking. Enfin, alors viking. Ok. Je voulais pas dire viking parce qu'ils ne se considèrent pas comme vikings. Ce sont des trucs, c'est pour ça que je dis nordique. Plutôt, surtout que viking, ça Ok. veut rien dire. Euh, Scandinave. voilà, c'est ça. Et avec Hmm. des instruments en bois scandinave d'époque. Ok. Et c'est eux qui avaient fait la BO de la série Viking, en fait. Ok. Ça marche. Et eux, ils sont assez incroyables parce que c'est vraiment c'est des chansons scandinaves euh, avec, avec vraiment plusieurs voix. Le... Il y a quand même de la guitare, tu vois, et de la batterie, mais il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise du son, de la compo et tout, et c'est un peu planant. C'est vraiment très Ouais. cool. Mais ouais, au bout d'une demi-journée, en plus, on était allé qu'une demi-journée, on avait réussi à squatter pas loin. On était au bout de notre vie, on n'a Hmm. pas réussi à y retourner le lendemain, ni rien. Ah ouais. Question 6. Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Alors, pour les coming in, ça a été en fait extrêmement progressif. Euh, on va dire qu'en dans les années 2000, je savais que j'étais pas totalement hétéro. Je crochais sur des meufs qui étaient très masculines, nonobstant. Euh, mais voilà, je me disais, bon, j'avais découvert le terme bisexuel. C'était un peu compliqué parce que j'ai été à ce moment-là que dans des relations avec des mecs cis hétéros. Parce que moi, je suis née à Marseille. J'ai vécu une bonne partie de ma vie dans le sud de la France et il n'y avait que dalle en termes de militantisme, LGBT ou quoi que ce soit. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, souvent, je me disais comment ça se fait alors que je voyais à la télé à partir des années 2000, notamment, un petit peu avant, les Pride, avec, il y avait la Techno Pride au départ et ensuite il y avait la Gay Pride, tout ça et tout, qui passait du coup aux infos, mais en fait je me sentais pas concernée. Et je m'étais posé la question et c'est une amie qui m'a dit mais est-ce que quelqu'un t'a dit que tu pouvais avoir le droit d'être concerné en fait? Est-ce que c'est juste ça? Je disais, mais comment ça se fait que j'ai été en contact de tant de trucs et que ça a jamais tilté? Elle dit, mais est-ce que quelqu'un t'a dit que tu pouvais, en fait, être concerné? Je fais, ah non.
Et donc les coming in ont été très progressifs. D'abord, la bisexualité, plus ou moins, même si c'était compliqué. Et après, en fait, à partir du moment où j'ai déménagé, je suis partie de Marseille, j'ai largué mon ex, j'ai repris des études, euh, et je me suis retrouvée tout seul, en fait, pour la première fois depuis des années. Euh, Parce que entre mon premier copain, euh, on va dire premier copain sérieux, parce que j'ai eu des flirts, tout ça, premier et deuxième, je suis restée avec eux 5 ans à chaque fois, Ok. direct. Donc, première relation, j'avais 17 ans, et il en avait Ok. 24. Et Hmm. deuxième relation, j'en avais 21, il en avait 31. Ok. Voilà. Euh, et donc, en fait, j'avais connu que ça. Et en plus, j'étais, on va dire, dans une situation, que ça soit, on va dire, mon géniteur est abusif. Je rentre pas dans les détails, mais voilà. Et du coup, Hmm. je me suis retrouvée avec des partenaires abusifs. Forcément. Ok. Euh, et j'ai réussi vraiment à m'arracher. Et donc, j'avais toujours habité avec quelqu'un. Et pour la première fois de ma vie, je redébarque à 26 ans à Nantes, tout seul, mon propre appart que je me suis payé avec mes thunes, avec tous Hmm. les petits boulots que j'avais fait. Et je me repaye mes études tout seul, pareil, avec mes économies. Et d'un seul coup, il y a vraiment ce moment où j'avais pas toutes mes affaires qui étaient arrivées. Et je me retrouve dans cet appart qui était plutôt bien, j'ai eu de la chance. C'était sous les toits, avec une vue sur Nantes, qui était sympa. C'était au niveau de Saint-Félix. Donc bon, j'étais pas loin de tout ce qui était témoin de Jéhovah, évangile, catho, tout ça et Ok. tout. Mais bon. Hmm. Et t'es là, dans une pièce quasiment vide, et tu te retrouves tout seul, parce que j'ai pas encore mon ordi ni rien. Et en fait, il y a un moment donné, tu te retrouves seul avec toi-même. Et tu dis, mais en fait, je suis qui? Hmm. Euh, Surtout que je suis typiquement, suite à mes traumas, je suis devenue complètement ce qu'on appelle un people pleaser. Enfin, Hmm. de faire plaisir aux gens, c'est plus par instinct de survie. Mais c'est Hmm. vraiment resté, c'est quelque chose qui est resté gravé en fait. Au fond de moi, même si maintenant j'en suis conscient. Et du coup, je faisais ce que les gens voulaient que je fasse et j'étais ce que les gens voulaient que je sois. Et Hmm. donc, pour la première fois, en 2010, je me suis retrouvée en mode bon, il y a tout à construire en fait. Et du coup, en fait, juste, j'ai rencontré plein de gens trop cool à l'école Pivot, qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et surtout, en fait, à partir du moment, j'étais déjà militant féministe, mais j'avais pas trop la place de vraiment militer avec mes ex. Et donc, j'ai passé vraiment du temps sur le militantisme féministe, et puis après, ça a dérivé sur le militantisme LGBT. Et puis, la grosse claque, ça a été le mariage pour tous. Hmm. 2012, j'ai commencé, je me suis énormément investie, j'ai fait les manifs, j'étais au taquet, j'ai fait pas mal de créations, je partageais énormément sur Facebook à l'époque, Hmm. Hmm. et j'essayais de faire énormément de créations pour militer et pour que la loi passe, tout ça. J'étais vraiment très très investie. Je dis, moi, ça ne me concerne Hmm. pas, mais je suis très investie. Je suis un allié. Enfin, à l'époque, je Non suis une mais alliée. je sais pas pourquoi j'ai fait la même chose que toi à Montpellier. Non, j'étais au refuge à Montpellier, j'étais hyper investie. Mais non, je ne suis pas concernée. De quoi vous parlez? Et, euh, et du coup, suite à ça, alors je retrouve mes notes, je pense qu'à Désolée, je partir... t'ai coupé dans ton élan. Non, 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 t'inquiète, Non. t'inquiète. Non, non, au contraire, ça me fait marrer parce que c'est Hmm. tellement... C'est devenu Mais tellement oui, comment on dit? C'est limite un cliché, quoi. mais oui, non mais c'est ça, c'est ça. Genre tout le monde savait que t'étais queer avant toi-même en fait. Et je dirais que à partir de ce moment-là, j'ai été forcément beaucoup plus en contact avec des personnes queer. Et en fait, oui, c'est ça, c'est 2010. Je re-rencontre quelqu'un avec qui je suis toujours aujourd'hui, ça fait 14 ans du coup.
Et en plus du féminisme et des questions LGBT, même si je savais qu'effectivement j'étais pas hétéro, mais il y a autre chose que je découvre. Je mets un mot sur quelque chose que je ne savais absolument pas, le polyamour. Et quelque chose qui m'avait fait souffrir en fait d'être mono toute ma vie. Et je m'étais posé énormément de questions. Et donc à ce moment-là, quand je rencontre mon chat, on va dire ça comme ça, je l'appelle comme ça, je lui dis direct, écoute, je suis féministe, je suis pas hétéro et je suis pas mono. Est-ce que c'est ok? J'étais en mode Donc c'est un mec 6-7. Ok. Et pour ce qui est du polyamour, j'étais pas mal accrochée. Du coup, j'ai dit, bon écoute, je suis très, très amoureux de toi. À l'époque, j'étais toujours une meuf. Hein. Et on va se donner du temps. On va en parler régulièrement, tout ça, et puis on va vivre ensemble, on va voir comment ça se passe et tout. Si dans 1 an, toi, le polia, c'est toujours pas possible parce que c'est pas ton mode de fonctionnement et que tu sens que ça te ferait du mal ou quoi, il n'y a pas de souci, on se sépare. Moi, j'ai vécu 10 ans de relation mono, j'en ai beaucoup souffert, je peux plus. J'en suis à une période de ma vie, c'est fini, quoi. Et du coup, finalement, au bout d'1 an, il était vachement rassuré. Mais bref, on en parlera plus tard. Mais suite à ça, en étant polia, j'ai rencontré des personnes queer. Je suis allée à des rencontres, à des munchs, où j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes polia. Et dans les personnes polia, il y avait des personnes trans, et il y avait des personnes queer. Et puis, je me suis rendu compte, pareil, que j'avais un intérêt depuis des années, mais un peu sans me l'avouer, sur le BDSM. Donc pareil, je suis allée à des rencontres BDSM et pareil, j'ai rencontré des personnes trans et des personnes queer, etc. Et j'ai commencé à dater, du coup, ma première copine de l'époque, qui était une meuf trans, et on a fait notre transition ensemble, en fait. Waouh. Donc moi, j'étais un peu paumée, je me posais des questions, je me disais, bon, peut-être que je suis plutôt non-binaire. En 2015, je me dis, ouais, en fait, je suis absolument pas trans, je me sens pas concernée, mais je suis pas une meuf. Je pense que je suis non-binaire. Voilà, ça doit être ça. Et donc, on sort ensemble. Et donc, en 2016, je fais mon premier coming out non-binaire. Et on sort ensemble pendant 1 an. Et au cours de cette année, en fait, on en discute beaucoup, forcément. On discute, vu qu'elle était en pleine transition et que moi, j'étais un peu paumée. Euh, et elle a été vraiment une écoute précieuse. Elle m'a pas dit fais ci, fais ça ou quoi que ce soit. Non, non. Déjà, elle a réussi à me faire passer la porte d'une asso LGBT, l'asso LGBT de Rennes, Iskis, donc qui s'appelait pas comme ça à l'époque. J'étais mort de trouille à l'idée de franchir le seuil parce que je me sentais absolument pas légitime, ni concernée, ni quoi que ce soit. J'étais en mode, mon Dieu, j'avais peur qu'on m'engueule en fait, c'était très bizarre. J'avais vraiment peur d'y aller, donc elle m'a traîné littéralement pour qu'on y aille, et c'était très très cool. Et en fait, elle m'a surtout beaucoup écoutée. Elle m'a en fait proposé des choses à chaque fois. Elle n'a jamais forcé quoi que ce soit, mais elle a été une écoute. Et, euh, et elle m'a énormément, énormément aidée. Et je le déclic pour mon coming in trans. Ça a été le jour où elle m'a proposé de me faire une barbe au mascara parce qu'elle avait d'autres chéris. Et dans ces autres chéris, il y avait des mecs trans, des personnes non-binaires, des meufs trans, tout ça. Et du coup, elle m'a dit ah, mais ça, je l'ai fait à un de mes chéris, est-ce que tu voudrais que je le fasse? J'ai dit, je sais pas, c'est un peu. Je sais pas si ça va faire illusion, enfin tout ça. Et mais ouais, vas-y, écoute, je te fais confiance, on teste. Du coup, elle me fait ça, et puis ensuite, elle me montre le résultat. Et là, euphorie de genre de malade. Je crois que j'ai jamais eu un aussi grand sourire. J'ai demandé de me prendre en photo pour qu'elle me montre et tout. Alors putain, j'étais ravie. Et je suis sortie dans la rue comme ça avec elle. Je présentais extrêmement masque à l'époque parce que voilà, c'était compliqué. Et elle extrêmement femme.
Et elle m'a fait faire un autre test avec du coup ma barre de mascara. En fait, à un moment donné, elle me lâche la main, elle dit passe sur le trottoir là. Et en fait, sur le trottoir, il y avait 3 mecs qui arrivaient de face. Le test social. Et ils se sont poussés. Wow. Donc, et là, elle était en mode chuchuchu. Et vraiment, là. Et en fait, le soir, après, quand je suis rentrée chez moi, je me suis refait une barbe moi-même au mascara et j'ai dû passer. Alors que j'ai toujours détesté qu'on me prenne en photo. J'ai passé 2 heures dans la salle de bain tout seul de nuit à prendre une centaine de selfies, tout ça et tout. Et j'ai jamais été aussi heureux. J'ai fait ok, là je sais. Là je suis en trans. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé, on va dire, ma transition sociale déjà. Je me suis acheté un binder, et puis en 2018, ça a été changement de prénom, de genre sur l'état civil, et puis la testo. Et là, c'est marrant parce que le 21 mars, ça fera 7 ans que je suis sous testostérone. C'est mon anniversaire le jour du printemps. Ouais. Très belle date, très bon choix de date. Enfin, t'as pas vraiment choisi, mais... Voilà. Oui, c'était absolument pas choisi, et c'est après coup je fais trop bien. Bah oui. T'es une nouvelle fleur. C'est trop bien, j'adore. Désolée, c'était un peu long. Non, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes coming out positifs ou le plus positif ? Là, pareil, ça a été un peu compliqué parce que on va dire que globalement, dans les coming out positifs, ça s'est globalement bien passé. Après, c'était pas... on va dire, après coup, mes grands-parents et ma mère, ça s'est bien passé. Okay. Où j'étais mort de trouille. Il faut savoir, j'avais 30 ans passés, là. Mais en fait, mes grands-parents maternels, c'est les seuls qui me restent. D'ailleurs, ils vont bientôt taper la 100aine. Waouh. Yeah. Et mon grand-père est un des derniers survivants des camps de Dachau. Waouh. Ouais. Et qui continue à faire des... il bouge plus trop maintenant, forcément, il a 99 ans. Mais en fait, il a écrit un livre sur ses mémoires et il a fait le tour des écoles, des collèges, des lycées pour raconter son histoire. Et du coup, pour moi, c'était effectivement du côté de ma mère, même si c'est pas parfait. On va dire que mon grand-père est catholique, mais avec vraiment ce côté, le partage, la tolérance, l'amour de son prochain, quelque chose... Et tout le temps que j'ai passé avec eux, il y avait vraiment ça qui ressortait. Ils ont énormément de... Moi, je suis enfant unique. Enfin, j'ai une petite demi-sœur du côté de mon père. Mais sinon, je suis enfant unique. Et par contre, j'ai des tétrachiers de cousins. Voilà. Et on a tous été vraiment élevés dans cette idée de... Il faut être dans la compassion, dans l'amour, dans la tolérance partage. Et en fait, moi, j'ai appris des années plus tard que c'était une grenouille de bénitier, mon grand-père, parce qu'il n'en parle jamais. Je ne savais absolument pas. Il allait à la messe le dimanche. Moi, le dimanche matin, quand je venais chez eux, je dormais. Et en fait, ils rentraient et ils étaient allés au marché, tu vois. Et ils en parlaient jamais. Et ils n'ont jamais dit ou quoi. Donc, pas du tout prosite ou quoi. Bref. Et ma mère, elle s'est séparée de mon père. J'avais 8 ans à peu près, enfin ça a été compliqué, elle a essayé de se remettre avec lui, et finalement après ils ont redivorcé, tout ça et tout, enfin ils sont reséparés, ils ont divorcé, mais en fait moi je la considère vraiment comme une mère célibataire, même parce que quand ils étaient en couple, on se sait, c'est les meufs qui font tout, voilà, et qui a toujours été extrêmement soutenante, c'était un peu nous deux contre le reste du monde, quoi. Et c'était les 3 personnes, du coup mes grands-parents et ma mère, c'était les personnes, pour moi c'était le plus important pour faire mon coming out. Et j'étais extrêmement anxieuse, sachant que je leur avais envoyé une note de blog dessinée qui en parlait avant.
Et ils m'ont rien répondu. Et en fait, donc je stressais de ouf et je voulais leur dire de vive voix. Et en fait, on a fait un repas et en fait, ils attendaient que je leur dise. Et du coup, un truc qui n'arrive jamais, c'était extrêmement silencieux. Et ils attendaient, et moi, en fait, ce silence était en train de me tuer. Genre, j'avais les mains moites et tout, je regardais mon assiette. Et en fait, eux, ils disaient rien parce qu'ils attendaient. Donc, une fois que ça a été fait, c'était OK. Et en fait, pour eux, ça changeait absolument rien. Il y a eu juste effectivement... En fait, pour moi, je trouve ça positif, même si c'était une inquiétude de mon grand-père. Ça montrait en fait qu'il tenait à moi et ça montrait qu'il savait exactement en fait de quoi je parlais. Il dit mais tu es sûr que tu as besoin de faire le changement administratif parce que s'il y a quoi que ce soit, tu seras déporté. Wow. Voilà. Et lui, globalement, c'est ce qu'il voyait parce que il savait très bien que les personnes queer, handi, tout ça et tout, politiques, étaient déportées. Ils en avaient croisé, tout ça et tout. Il savait exactement de quoi je parlais, en fait. Il savait exactement ce que c'était. Et lui, c'était son premier réflexe de dire est-ce que y a pas de souci pour le changement de prénom, pour tout ça et tout. Mais est-ce que l'État est obligé d'être au courant? Et puis oui, je lui ai expliqué que c'était important et plus facile pour moi dans la vie de tous les jours parce que si je commençais à être un peu plus masculin mais que ma carte était toujours au féminin, j'allais au contraire avoir plus de soucis dans la vie de tous les jours. Mais clairement, ils ont été très très soutenants, ils n'ont pas fait de commentaires ou quoi que ce soit, c'était juste lui, vraiment, il avait peur de ça, quoi. Ouais. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone et qu'il appelle du coup ma grand-mère, il dit « C'est ton petit-fils !» Et ça me fait tellement, tellement plaisir. Il y a eu un petit moment d'ajustement, hein, forcément. Mais tous les trois, ma mère, c'est ma fan numéro 1. À chaque fois que je fais un nouveau dessin, elle le met en fond d'écran. Elle le partage avec toute la famille sur Snap. Sur WhatsApp, c'est ça, WhatsApp. Ouais. Mais voilà, clairement, même si c'était un coming out où il avait peur, tu vois, pour moi, je le vois vraiment positif parce que ça voulait dire qu'il savait exactement ce que c'était et que ça voulait dire qu'il tenait à moi, quoi. Bienvenue dans la suite de cette conversation avec Laurier The Fox. On reprend tout de suite là où on s'est arrêté. Et tu disais que donc tu vis avec ton chat et d'autres personnes, c'est ça? Vous avez acheté ensemble la grande maison et tu vis avec une seule de tes 3 relations, c'est ça? Alors, pour reprendre depuis le début, je vis avec mon chat, donc aka mon compagnon, depuis cette année 15 ans. On a commencé à habiter ensemble à Nantes, dans mon appart. Et puis, on a lancé nos activités une fois qu'on a fini l'école. Lui, il y est resté que 3 mois, moi j'y suis restée 2 ans. On a lancé nos activités, on est artiste-auteur tous les deux. Donc on a un petit peu galéré. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'on déménage parce que le loyer à Nantes était beaucoup trop élevé. On s'est retrouvés à habiter, on a réussi à trouver un petit logement social à 1 heure de Nantes, à la campagne au début. Et on y a habité quand même pendant 11 ans. À la base, on devait y habiter que 2 ans. C'est vrai que je lui avais dit au début, si au bout d'1 an, le polyamour, ça te fait toujours peur, c'est pas pour toi, il n'y a pas de souci, je t'obligerai jamais à partager ça, mais par contre, on se séparera parce que moi, j'ai vraiment subi le fait d'être dans des relations mono, ça m'a énormément fait de mal et j'ai plus du tout envie de vivre ça. Mais je ne veux absolument pas non plus t'imposer d'être polya, c'est juste, on va voir si c'est possible de faire un bout de chemin ensemble. Et aujourd'hui, ça fait quand même 15 ans. Donc au bout d'un moment, il a compris, on a beaucoup travaillé sur la confiance, sur la communication, sur la jalousie, beaucoup de choses comme ça. Et donc il est devenu polyacceptant, et au bout d'un certain temps,
il a commencé à se dire que, ouais, peut-être au bout de 3 ou 4 ans, il a commencé à se dire que bah, peut-être qu'il aimerait bien aussi essayer d'avoir d'autres relations romantiques et être polyamoreux. Du coup, j'ai commencé à lui donner un coup de main. Euh, je lui ai donné un coup de main pour son profil OkCupid, notamment. J'ai donné des conseils sur sa bio. Je l'ai pris en photo en disant regarde vers l'horizon comme ça, t'es super sexy. Enfin bref. Je l'amenais, des fois ça arrivait que je l'amène à ses dates. Souvent je lui demandais après alors, ça s'est passé comment? Enfin c'était très fun. Et donc c'est comme ça qu'il a rencontré une de ses chéries avec qui il est toujours, ça fait 8 ans. Et il y a un lien avec la question que tu m'as posée au début. On y vient. Donc il se passe du temps, tout va bien, tout ça. Moi aussi j'ai d'autres relations à côté. Actuellement en fait je sors avec une personne non binaire depuis bientôt 8 ans et avec une autre personne depuis 4 ans. Donc du temps passe et arrive 2020 et le Covid. Et à ce moment-là, il me semble que ça fait déjà plus de 2 ans que mon chat sort avec cette chérie. Elle habitait en fait dans un tout petit appartement à Nantes. Et quand il y a la mesure de confinement qui se passe, je lui propose de venir squatter en fait chez nous le temps du confinement. Et du coup, ça s'est bien passé, c'était très cool. Après, très cool. La période était particulièrement stressante. Je me rappelle qu'elle avait cousu des masques parce que on ne trouvait plus de masques ni rien si on voulait sortir ou faire des courses, des choses comme ça. On désinfectait toutes les courses, enfin bref. On se sait. Et donc voilà, après la période de confinement s'arrête et donc elle rentre chez elle. Et plus tard, je me rappelle plus qui avait proposé, mais finalement il se retrouve que on recommence à habiter ensemble et cette fois-ci pour de bon elle vient emménager chez nous. On s'était dit on avait survécu au confinement ensemble, une maison qui n'était pas minuscule mais qui était un poil trop petite pour 3, on s'est dit il n'y a pas de souci. Et avec mon chat ça fait un certain moment puisque là tous les deux, moi j'ai tapé la quarantaine et lui va bientôt taper la quarantaine. Ça faisait un moment qu'on mettait des sous de côté pour pouvoir s'acheter une maison quelque part à la campagne. Et finalement, en fait, elle s'est jointe à notre projet. Et on a, au bout de 2 ans de recherche et de galère, trop longue à raconter ici, on a réussi à trouver une maison assez grande, à la campagne, pas trop loin de Rennes, enfin pas trop loin, 40 minutes en voiture quoi. Mais ça, j'appelle ça pas trop loin. Donc une maison des années 70 à retaper. Donc c'est pour la raison pour laquelle elle n'était pas très chère. Et surtout avec un immense terrain. Et ce qui était super important pour moi parce que une des choses qui me passionne le plus et que j'aime le plus, c'est tout ce qui touche la biodiversité, la faune, la flore, la botanique, et puis la permaculture, l'autonomie alimentaire, autant que faire se peut. Et donc là, ça va faire 2 ans, ça va faire 3 ans cette année qu'on habite cette maison. On a bien mis 1 an pour la retaper, et il y a encore masse de travaux à faire, mais elle est habitable. Et ce qui est trop bien, c'est comme elle est très grande, on peut faire squatter des personnes qui sont en dèche d'appartement, comme là, un de mes chéris qui s'est fait jarter de son appartement à Nantes parce que son proprio a vendu son appart.
Et du coup, là, on vit ensemble à 4 et on est tous les 4 sur les spectres de neuroatypie, au minimum, neurodiversité, tous les 4 handis. Et c'est assez sympathique. Et c'est vrai que oui, voilà, on voulait quelque chose d'assez grand euh, pour pouvoir inviter plein de monde, pour pouvoir aussi faire des événements sur le terrain, si on pouvait, enfin des choses comme ça. Et normalement, là, il y a encore il y a encore quelques travaux à faire. Je pense qu'on n'en aura jamais fini en vrai. Mais cette année, en fait, en tout cas cet automne, je vais essayer de lancer mon potager euh, pour, euh, pour l'année prochaine et commencer à viser l'autonomie alimentaire autant que possible, quoi, en tout cas. Donc voilà, euh, donc j'habite avec deux de mes chéris et un de mes chéris avec sa chérie, avec qui je ne sors pas. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive ? J'ai été invitée en 2019, en juin 2019, pour les 50 ans de Stonewall, à être parrain de la Pride de Clermont-Ferrand. Et du coup, j'ai fait une prise de parole avec un discours sur les 50 ans de Stonewall. Wow. Ça a été assez intense parce que je suis partie à 5h30 du matin de Nantes via Blablacar et je suis rentrée le soir en bus de nuit. Wow. J'étais éclatée. Mais j'étais... on devait être... c'était une première pour Clermont. Du coup, on devait être peut-être 500, tu vois. Okay. Mais c'était déjà très cool et j'ai pris la parole, j'ai eu un mégaphone, j'ai pris la parole pour lire mon discours à ce moment-là. Et c'est passé dans le cadre de mon travail, vu que le militantisme, c'est mon travail. Et puis j'avais fait l'affiche de la Pride aussi. Et ça a été, j'étais vraiment très honorée et très heureux de pouvoir faire un discours sur les 50 ans de Stonewall pour rappeler un petit peu tout l'historique et remettre des noms qui sont des fois oubliés, comme Stormé de Larverie, par exemple. Oui, j'étais très heureux de pouvoir reparler du fait que on a tendance à oublier, mais la toute première commémoration des émeutes de Stonewall contre les violences policières, queerphobes et racistes a été faite par une femme militante féministe bisexuelle, Brenda Howard, le 28 janvier 1970. On a tendance à complètement la zapper, mais c'est la première qui a initié la première Pride, en fait. La première commémoration, la première Pride. Ouais. Et en fait, j'ai fait tout un discours où je parlais de tous ces personnes et ces soulèvements qui nous ont permis de gagner des batailles politiques, des luttes sociales et féministes, de ce que j'ai appris, le fait que tout est encore à faire, que jamais rien n'est acquis, qu'il faut continuer à se battre, etc., etc. Et ça a été un grand moment parce qu'après, visiblement, alors je n'avais pas fait relire mon discours ou quoi que ce soit, j'avais un peu bûché dessus, il y a 3 pages quand même. Et c'était pile poil à ce moment-là, les persécutions dont on entendait parler en Tchétchénie, tu vois, par exemple. Ça a été vraiment ultra positif parce que il y a eu la télé qui était là aussi, t'avais genre France 3 Régions. J'ai pu rencontrer des sœurs de la perpétuelle indulgence, c'était génial. Les gens ont beaucoup aimé mon discours et ça m'a énormément touchée parce que pareil, je suis en 2019, je suis encore plus pas connue, tu vois. Et c'est l'association Outrecuidance qui m'a fait confiance pour que je fasse, qui m'a commandé l'affiche, qui m'a fait venir, qui m'a fait parrainer l'événement, tout ça et tout, qui m'a fait prendre la parole aux côtés d'autres d'associations politiques comme Solidaire étudiant, tout ça. Pour moi, c'est un très grand moment, c'est fort.
Voilà, pour moi, c'est un moment dans mon métier, on va dire, qui est positif, plus la toute première fois où, pareil, donc c'était aussi en 2019, non, 2020, tout juste avant le confinement, j'ai été invitée à Sciences Po Lille pour faire une conférence dessinée pour parler de Wow. transidentité. Et ça, en fait, pour moi, voilà, c'est des moments positifs dans mon métier parce que d'un seul coup, mon travail est reconnu. Et à chaque fois, bah, ça se passe super bien. Les gens sont géniaux, ils sont adorables. Ils sont au petit soin avec moi. C'est vraiment des moments professionnels qui sont extrêmement positifs. Trop bien. As-tu un message positif à nous faire passer, Laurier ? Oui, on va continuer sur le militantisme, mais pour moi, c'est positif. Pour moi, un petit peu comme un de tes anciens podcasts que j'ai écouté, c'est Ensemble, on est plus fort. Et clairement, pour moi, là, la seule chose que je dirais, c'est don't agonize, organize. Il faut vraiment, vraiment, il faut pas qu'on doom. C'est ok d'avoir des émotions négatives par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, mais il faut vraiment qu'on se raccroche à notre communauté, notre solidarité. Et c'est avec le collectif qu'on pourra gagner en fait des batailles, qu'on pourra avancer, qu'on pourra créer des futurs, vraiment des lendemains qui chantent et des futurs vraiment plus humains. Donc je dis, il faut continuer à se battre, il faut continuer à faire communauté, solidarité, il faut qu'on soit ensemble. Et il faut vraiment qu'on soit ensemble vers un avenir commun et y croire en fait. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on positive nos imaginaires. Il faut qu'on dise un futur positif est possible et on va tout faire pour qu'il existe. Oui. Est-ce que tu aurais des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Insta à nous recommander qui soient queer et positifs ? C'est ça la plus difficile partie de la question. J'ai beaucoup de trucs à recommander, mais positif, ça commence à devenir compliqué. C'est ça qui est difficile, c'est le queer positif. Allez, la BD, elle est globalement positive, ça compte. La BD Éclat d'âme, c'est un manga qui est en 4 tomes, qui est créé par une personne non-binaire japonaise et qui raconte, donc je vais donner le nom, c'est Yuki Kamatani, et qui raconte les questionnements d'un adolescent sur son homosexualité dans un petit bled, donc c'est contemporain, dans un petit bled japonais au bord de la mer. Et en fait, il se rend compte qu'il y a une association LGBT qui existe, qui ne s'appelle pas comme ça, et qui est une association de bénévoles, de gens qui retapent des maisons. Et en fait, il y a un café, et tu as tout le spectre LGBT dans ce café. Mais voilà, après ça reste très japonais, dans le sens où c'est pas forcément très exubérant. On est beaucoup centré, il y a le personnage principal qui se pose énormément de questions et qui va pas bien, mais la fin est extrêmement positive. Ça touche plein de sujets. T'as un couple lesbien, t'as une enfant qui se pose des questions sur son genre, qui potentiellement est une meuf trans, enfin une petite fille trans, mais c'est compliqué, qui est un peu paumée qui sait pas trop. T'as une personne qui est aromantique à genre et asexuelle. T'as un couple gay très âgé, dont l'un des deux malheureusement est en train de décéder, mais c'est très doux, c'est un petit peu mélancolique, et ça parle de plein de choses. Ça parle forcément d'homophobie, il y a du coming out, mais ça reste vraiment, c'est que 4 tomes, j'aurais préféré qu'il y en ait tellement plus. Ça reste extrêmement positif à la fin. Il y a même un mec trans aussi. En fait, tu t'en rends compte qu'au moment où il est outé, et il en parle.
Et il en parle du fait que lui, c'est pas un sujet pour lui, quoi. Et qu'il a fait sa vie, tout ça et tout. Ça parle du rôle des alliés. Qui a effectivement une de ses anciennes camarades, celle qui le out sans faire exprès, qui lui veut que du bien, qui est gentille, mais en fait qui est trop... qui est trop en mode, tu veux pas faire de la sensibilisation dans les écoles et tout. Et il est en mode, non, j'ai pas envie en fait, j'ai un métier, j'ai un truc à côté, je suis pas porte-parole. Et en fait, c'est très sensible. Et cette personne, donc cette auteurice japonaise, a aussi fait un manga qui s'appelle Nos cœurs évanescents. Donc cœur comme un cœur de chant, et qui parle donc de chant et d'autisme. Et donc pareil, le mot est jamais dit, mais on suit un petit garçon qui est clairement sur le spectre autistique, qui galère en fait. Les sons, ça le surstimule, ça lui donne envie de vomir, des choses comme ça. Et qui découvre donc dans sa nouvelle école une chorale, et il décide d'en faire partie. Il n'a pas encore muet et il a une voix du coup très claire. Et il y a toute cette question, il y a beaucoup cette question de comment en fait gérer les stimulations, son autisme, les gens autour qui apprennent à connaître les enfants, enfin les autres adolescents, les enfants, tout ça, qui apprennent à le connaître, à l'apprécier. Et sa mère qui le soutient, c'est une mère célibataire, et qui essaye de faire en sorte qu'il aille bien. Des fois, il rate plusieurs jours de cours parce que il est en meltdown complet, tout ça et tout. Et c'est extrêmement sensible et c'est beau. Et pour ne rien gâcher, le graphisme est incroyable. Et les mises en page sont incroyables. Je recommande son travail global, mais à part le dernier, qui est sur un sujet un peu hardcore. Mais ces deux mangas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Et puis sinon, je recommande le travail de Jules Marot, qui a sorti sa dernière BD qui s'appelle Boutonné en jalousie, qui a sorti aussi Nos corps sonores, qui se passe à Québec, et où ce sont plein de relations. En fait, ce sont des relations de personnes queer, de personnes trans, et l'amour, en fait, et puis les hauts, les bas, et puis des fois ça coince, mais globalement, en fait, on est sur des idées révolutionnaires et positives à la fin, et sur le fait que malgré tout, il faut avancer. Donc ça reste très positif. Et je recommande aussi la bande dessinée S'il suffisait qu'on s'aime, de Daphné et Julie Guillot. Je recommande quand même un compte Insta. Je peux en recommander qui sont quand même plutôt positifs. Le compte Insta de Mathieu Burgalassi, qui est du coup anthropologue, journaliste et écrivain, et qui en fait est un spécialiste de l'extrême droite, qui a fait un livre qui se base sur 4 ans d'immersion en milieu survivaliste, etc. Mais surtout, je recommande ses vidéos, ses live Twitch, parce qu'il est vraiment dans une optique de il faut qu'on crée du positif à gauche, il faut qu'on arrête de doumer, il faut qu'on imagine un futur plus positif, il faut qu'on reprenne possession de nos imaginaires. Jules Marot aussi a souvent ces phrases-là, il faut qu'on reprenne possession de nos imaginaires et qu'on recrée des imaginaires de gauche, solidaires. Donc je recommande absolument effectivement les live Twitch, les vidéos, le compte Insta de Mathieu Burgalassi, qui est extrêmement basé politiquement, et qui justement essaye le plus possible d'être sur le côté positif tout en étant extrêmement politique. Ah mais c'est parfait, ça va être un super copain, moi ça aussi. Bien évidemment, je reco Lexi. Oui, oui. Comme à chaque épisode, je reco toi, et à d'autres épisodes, on reco tout le temps Lexi, bien sûr. Je vais reco aussi une collègue qui s'appelle Frix, et qui est punk,
qui est une personne dont le genre est fluide et qui est queer et qui parle en fait qui est anti-psy. Ok. Et qui a fait 2 super BD qui sont pas forcément positives. Mais je recommande son compte parce que elle est très vénère et ultra punk, extrême gauche, révolutionnaire, tout ça. Freaks, donc Freaks, et qui parle souvent des questions de santé mentale et surtout d'aller tabasser, d'aller balancer des briques, d'aller tabasser le pouvoir en place, les flics et tout ce que tu veux. Et je me dis que quelque part, c'est positif. Et grâce à elle, j'ai découvert la dernière reco que je vais faire. J'en aurai 1 milliard, mais la dernière reco. Delilah Bonne, qui est une chanteuse rap metal. Je ne sais pas exactement ce que c'est globalement du métal, avec beaucoup de flow qui peut faire penser à du rap. Et qui a écrit une chanson qui s'appelle Dead Men Don't Rape. Ouh, je l'ai vu passer. Oui. Et qui est clairement super engagée pour les droits des personnes trans et dont je trouve que les chansons sont très jouissives, justement parce que même si c'est vénère, c'est une reprise de pouvoir. Pareil, il y a une chanson qui s'appelle Witch, qui parle du fait d'être une meuf féministe, tout ça. Et elle l'a fait en plus avec des personnes afroféministes. Donc vraiment une meuf sûre. Trop bien. Soutenez la presse indépendante, Street Press et tout ça. Oui. Est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue ? Alors pareil, ça m'a demandé beaucoup de réflexion parce que j'ai des petits soucis de mémoire en plus, donc je note tout sur mes agendas, dans des carnets pour me rappeler de ce que j'ai fait l'année dernière parce que voilà, j'ai avec différents soucis, effectivement, de neurodivergence, fait que la mémoire, c'est compliqué. Et donc finalement, je suis venue avec, à chaque fois, en fait, que j'ai fait des salons, des conférences, des festivals, des dédicaces, les inconnus, c'est les personnes qui ne me connaissaient pas, qui sont venues, que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté. Toi, par exemple, et ta chérie, et qui en fait connaissaient pas mon travail, sont venus, on a discuté, on a parlé de trucs queer et qui m'ont apporté énormément d'amour, énormément de critiques positives sur mon travail, tout ça. Moi, je dis merci à toutes les personnes qui se déplacent systématiquement, même que ce soit des personnes qui me connaissent ou pas, donc qui sont des totales inconnus et qui soutiennent mon travail et ou qui me disent un petit mot gentil, ou même qui juste en passant me disent qu'ils aiment ce que je fais ou qui me remercient pour mes positions militantes, même s'ils ne peuvent pas effectivement me soutenir financièrement. Rien que ça, moi je dis merci à toutes ces personnes. Sans vous, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander ? Alors, j'ai bien envie de... Alors, bien sûr, je pense à Lexi, hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Lexi et Morgane Noam et ils ont validé le nom du podcast. Du coup, je les ai rencontrés avant une Pride et je leur ai dit, voilà, je suis en train de lancer, etc. Ils ont fait, mais c'est le meilleur nom, génial. Voilà, on a dédicacé leur ouvrage et c'était un super, super moment avec eux, avec elle. Mais je vois à quelle Pride c'était. Je sais à quelle Pride c'était. Tu sais. Oui, tu sais, mais les auditeuristes, ils vont pas savoir. Oui, c'est ça. La seule Pride, on était encore en joie. Alors, je vais recommander 3 de mes collègues et amis qui sont des personnes militantes et qui sont sur des sujets très spécifiques et qu'on n'entend pas assez. Donc, je recommande le compte déjà recommandé qui est sur Instagram, Citron Mi-Termite, qui est une personne queer, handi, et qui est
très, on va dire, très impliquée dans ce qui est l'antivalidisme. Notamment a été longtemps impliquée au niveau des assos et dont son travail est souvent réutilisé par plein d'autres assos sans forcément qu'on sache qu'elle est derrière. Vraiment une personne extrêmement compétente et extrêmement intéressante qui est auteurice BD, même si c'est pas quelque chose qu'elle fait en termes on va dire de métier, et qui a fait 2 petites bandes dessinées qu'on peut se procurer sur son Ko-fi, qui s'appelle, la première s'appelle Autismophobie et la deuxième s'appelle Tu crois que je suis un monstre, et qui parle la deuxième parle de la relation entre autisme, neuroatypie et queerness. Et je recommande à fond son travail qui est extrêmement sourcé, extrêmement... Je recommande Citron, parce qu'elle aurait énormément de choses à dire sur l'antivalidisme, vraiment. Ensuite, je recommande Scotty. Scotty qui est du coup un mec trans, globalement une personne queer, qui est sur Insta. Alors, son pseudo, je crois que c'est SCT-019. Ok. Et qui est complètement indé, qui parle beaucoup de sa queerness, globalement aussi pareil d'extrême gauche, de révolution en général, et qui a fait pas mal de travail sur la joie trans et l'amour trans. L'amour entre personnes trans, globalement c'est grâce à lui que j'ai découvert les termes d'amour, de T40, amour trans, joie trans, tout ça. C'est une personne et amie maintenant que je soutiens et que je suis depuis des années pour ça. Et qui a aussi fait pas mal de travail graphique sur le deuil, puisqu'il a connu un deuil dans sa famille, et que ça peut être aussi très intéressant. Et en dernier, je recommande Charlie Ganmore, un mec trans, auteur et dessinateur de bande dessinée. Pareil, très militant, très engagé, et qui souvent donc parle aussi de son handicap, de neuroatypie, du monde de la bande dessinée, et qui essaye effectivement aussi énormément d'apporter de la positivité et de la bienveillance par rapport à ses followers, tout ça et tout, quand il y a beaucoup de négatifs dans les nouvelles, tout ça, il essaye souvent de cutter en disant « Aujourd'hui, je vais vous repartager que des choses positives parce qu'on en a besoin ». Et je pense qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire sur la positivité, les ressources, globalement, ce qu'il aime, tout ça et tout. Vraiment, je recommande. Je pourrais jamais assez te remercier, c'est vraiment super. Merci à toi. Merci surtout. Beaucoup. C'est super sympa de m'avoir proposé. Trop bien. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur différents réseaux sociaux. Alors, je suis sur Instagram et Blue Sky. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez m'écouter sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Apple Podcasts, Audible, Acast et certainement d'autres. Vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description, podcast.etc@gmail.com. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Merci encore pour tous les cœurs que je reçois chaque jour, ça aide beaucoup. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.